En 48 heures à peine, une région que l'on décrivait depuis des décennies comme ingérable a imposé son propre tempo sur le Sahel. Les chiffres qui circulaient jusque-là dans les Burkina Faso News annonçaient l'enlisement et la dépendance. Mais la réalité s'est retournée brutalement lorsque l'alliance conduite par Ibrahim Traoré a décidé de ne plus attendre de feu vert extérieur. Pour ceux qui regardent cette carte de loin, que change vraiment une victoire gagnée presque exclusivement avec des moyens locaux et des décisions prises sur place? Et si ce basculement discret annonçait en silence la fin d'un certain ordre du monde? Ce renversement éclair a révélé une vérité simple, mais longtemps ignorée. Lorsqu'une région redéfinit elle-même son tempo, les certitudes établies perdent soudain leur solidité apparente. La promesse centrale, comprendre en 10 à 12 mots pourquoi une autonomie opérationnelle peut surpasser un modèle extérieur, s'appuie sur les données brutales qui ont émergé après l'offensive et sur le contraste saisissant entre 50 ans d'attente et 48 heures de décision locale. Les enjeux, eux, dépassent largement le cadre militaire. Ce nouvel équilibre interroge la manière dont se fabriquent les récits, comment les Burkina Faso News interprètent un succès né dans le silence des salles techniques, et comment un territoire longtemps décrit comme dépendant peut soudain prétendre à une capacité organisationnelle entièrement interne. Si la coalition sahélienne parvient à maintenir cette cohérence nouvelle, les conséquences toucheront autant la sécurité que la façon dont les nations extérieures appréhendent le Sahel et ses marges. Mais une question demeure sèche, insistante. Qu'arrive-t-il lorsque la vitesse locale dépasse enfin les modèles importés? En moins de 48 heures, la coalition sahélienne a inversé un rapport de force que l'on disait figé depuis plus d'un demi-siècle, sans aucune structure extérieure pour piloter l'opération. Ce double constat, soutenu par les rares données disponibles dans les Burkina Faso News, dévoile la première couture cachée de cette bascule. La région n'attendait plus, elle définissait. Pour comprendre cette accélération atypique, il faut revenir au jour précédent l'aube du 2 octobre 2025. Dans les centres de renseignement maliens, les signaux faibles se multipliaient. Mouvements de motos, dépôts de carburant, communication codée, annonçant une offensive majeure de GNIM. Contrairement aux décennies passées, aucun acteur ne cherchait l'aval d'un dispositif étranger. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit ses officiers dans une pièce nue pour leur donner une consigne brève. Nous définirons le champ de bataille. Cette phrase minimale, presque discrète, allait pourtant redessiner la dynamique régionale. La fatigue collective explique en partie ce tournant. Les missions extérieures avaient promis stabilité et expertise, elles avaient laissé des villages détruits, des familles déplacées et plus de 2,5 millions de personnes déracinées. Les chiffres circulaient comme des écrans sans émotion, mais ils ne rendaient pas compte de la lassitude profonde ni du besoin de dignité qui montait depuis des années. C'est dans cette brèche qu'est née la véritable révélation. L'idée que la victoire ne viendrait plus de l'appui extérieur, mais d'une réinvention conçue de l'intérieur. En moins d'un an, les réseaux chiffrés locaux furent développés, les ingénieurs sahéliens cartographièrent leurs propres fréquences critiques, et le Burkina Faso devint le cœur battant d'une coordination nouvelle. Loin des caméras, les équipes techniques du Mali, du Niger et du Burkina construisaient un langage commun, une cohérence souterraine qui annonçait déjà le basculement. La région, longtemps évaluée selon des critères importés, commençait à définir les siens, un geste discret mais décisif qui rendait l'autonomie enfin crédible. Au centre de cette mécanique nouvelle se trouvait une figure dont l'influence tenait moins au charisme qu'à la méthode. Ibrahim Traoré, soldat formé par l'accumulation des échecs, habitué aux marges du terrain plutôt qu'aux tribunes politiques. Sa présence créait un point de cohérence dans une région qui en avait manqué pendant des décennies, et son approche relevait davantage du technicien du terrain que du chef providentiel. Il réunissait ses commandants dans une pièce presque vide, rappelant que partager la douleur signifiait aussi partager le commandement, un principe simple qui réorientait l'autorité vers ceux qui affrontaient chaque jour la réalité opérationnelle. Les premiers effets furent immédiats. Les communications autrefois dépendantes de réseaux extérieurs furent remplacées par un système chiffré conçu à Bamako. Les drones assemblés à Niamey commencèrent leur vol d'essai, et les unités burkinabées retrouvèrent la sensation rare de mener une opération leur appartenant entièrement.
Dans un village frontalier, une micro-scène illustrait cette mutation. Les habitants, autrefois tournés vers les bulletins étrangers, se mirent à écouter prioritairement les radios locales, comme si l'information redevenait un bien commun plutôt qu'un reflet lointain, dicté d'ailleurs. Une seconde microcase se dessinait dans les salles techniques. Des ingénieurs sahéliens, penchés sur leurs écrans, ajustaient les fréquences en temps réel, conscients pour la première fois que leurs décisions immédiates façonnaient la sécurité de régions entières. La coordination cessait d'être abstraite, elle devenait palpable, et la clé se résumait en une ligne. L'autonomie change la nature du risque. Avant l'aube du 4 octobre 2025, les unités sahéliennes observaient une activité ennemie encore diffuse. Après 04h30, tout bascula dans une logique intégrée que la région n'avait jamais connue. La consigne, brève, incisive, nous définissons le champ de bataille, partie des radios avec une netteté inhabituelle, donnant le ton d'une offensive où plus aucun acteur extérieur ne dictait l'allure. Dans la tente de commandement posée près de la frontière nigérienne, Ibrahim Traoré et ses homologues maliens et nigériens scrutaient un écran vacillant dont les données confirmaient les derniers mouvements adverses. Le silence qui précéda l'ordre ressemblait moins à une hésitation qu'à une respiration collective, le moment précis où une région reprenait possession d'elle-même. Tout commence à 04h30, les transmissions furent saturées par l'ordre bref qui scella la première phase. Les équipes techniques, déjà alignées grâce au réseau chiffré développé l'année précédente, répliquèrent instantanément. Les premiers drones sahéliens, conçus localement, traversèrent les dunes dans un silence qui contrastait avec l'enjeu. Leurs caméras thermiques révélaient des signatures mouvantes qui permirent une lecture fine des positions ennemies. Les unités au sol reçurent des images en temps quasi réel, supprimant les délais qui avaient jadis paralysé toute réaction rapide. Le terrain cessait d'être un espace subi, il devenait un tableau que les ingénieurs eux-mêmes recomposaient. Le moment culminant, à 05h00, les batteries CR5 du Burkina Faso déclenchèrent 3 salves successives qui arrachèrent la nuit en pulvérisant les motos ennemies, incendiant les dépôts de carburant, puis écrasant les tentes de commandement. La manœuvre, préparée depuis des mois mais rendue possible en 72 heures, força les groupes armés à se replier dans un corridor instable. Les drones maliens refermaient déjà la nasse en guidant des frappes aériennes calibrées au mètre près. Les unités nigériennes, en progression rapide, ne suivaient plus un plan lointain. Elles avançaient selon une logique qu'elles avaient définie elles-mêmes, articulée autour des informations produites localement. Chaque mouvement confirmait l'efficacité d'un modèle autonome que beaucoup jugeaient irréalisable. Les répercussions à midi, la colonne principale adverse était aveugle, coupée, incapable de mener une contre-attaque cohérente. Dans les villages, les habitants furent réveillés par les explosions, mais la peur semblait avoir changé de camp. Le murmure qui circulait, la terre elle-même se bat, traduisait moins une exaltation qu'un sentiment de reprise en main. À Tindiban, au crépuscule, les ruines fumantes des positions adverses témoignaient d'une destruction totale, mais les soldats ne célébraient pas. Ils mesuraient ce qu'ils venaient d'effacer, 20 ans d'humiliation condensés en 48 heures. La retenue devint le marqueur d'un tournant. La victoire abandonnait l'apparence de spectacle pour redevenir une compétence. Dans cette séquence ramassée, une idée prenait forme avec une clarté froide. Lorsque la décision se fabrique sur le terrain, la vitesse devient une ressource stratégique. Là, la base de référence sahélienne était connue. Pendant des années, plusieurs semaines séparaient la détection d'une menace et une riposte coordonnée. L'écart observé surgit brutalement lorsqu'en octobre 2025, l'Alliance réduisit ce délai à 72 heures. Cette compression du temps n'était pas un simple exploit technique, mais une transformation structurelle qui révélait la nouvelle organisation interne capable d'intégrer données, décisions et exécutions dans une même boucle opérationnelle. La vitesse devenait un langage, et ce langage était produit localement. La première preuve s'imposa rapidement. Plus de 120 positions ennemies neutralisées. Ce chiffre, souvent réduit à une statistique brute dans les Burkina Faso News, décrivait en réalité une synchronisation inédite entre drones maliens, batteries burkinabés et unités nigériennes.
Cette coordination en révélait une intégration technique que la région n'avait jamais atteinte auparavant. La neutralisation n'était pas un geste isolé, mais l'aboutissement d'un protocole construit sans dépendance extérieure, un détail crucial pour une région habituée à des interventions fragmentées. L'Alliance démontrait, pour la première fois depuis des décennies, qu'une stratégie régionale pouvait rivaliser avec les modèles importés. La deuxième preuve, moins spectaculaire mais beaucoup plus sensible politiquement, concernait les civils. Un taux de perte inférieur à 3%. Cette donnée contredisait directement les discours affirmant qu'une autonomie militaire sahélienne serait synonyme de désordre ou de brutalité incontrôlée. Elle montrait qu'une planification locale peut réduire les dommages tout en préservant l'efficacité. Les équipes sahéliennes, maîtrisant leurs propres outils, ajustaient la précision des frappes en fonction d'informations produites sur place, plutôt que de dépendre d'analyses extérieures, souvent éloignées du terrain. La responsabilité opérationnelle se doublait d'une responsabilité morale. La troisième preuve consolidait ce basculement, 600 km à traiter en moins de 2 jours. Ce volume d'action traduisait une capacité logistique dont peu d'observateurs jugeaient tacite, le Sahel capable sans soutien extérieur. Il démontrait que la région pouvait gérer l'échelle sans perdre en cohérence opérationnelle. Les drones produits localement offraient une maîtrise fine des couloirs aériens, les réseaux chiffrés limitaient les failles de transmission et les unités au sol ajustaient leur trajectoire à partir d'une cartographie actualisée toutes les quelques minutes. La boucle décisionnelle cessait d'être verticale, elle devenait horizontale et continue. Au-delà des chiffres, l'effet décisif fut psychologique. Lorsque les soldats virent leurs propres outils produire des résultats comparables à ceux des puissances extérieures, la relation au risque se transforma instantanément. Ils ne validaient plus un plan conçu ailleurs, mais confirmaient l'efficacité de leur propre méthode. Dans ce glissement discret mais profond se trouvait la signature d'Ibrahim Traoré. Replacer la maîtrise du terrain dans le périmètre africain non comme un slogan, mais comme un cadre d'action mesurable. La donnée chiffrée devenait ainsi plus qu'une preuve, elle devenait un acte d'autonomie. La première thèse, largement relayée par certains observateurs, avançait que la méthode employée en octobre 2025 révélait surtout une forme de témérité militaire. Selon cette lecture, le Burkina Faso aurait privilégié une démonstration de force à court terme au détriment de la stabilité future, risquant de militariser la politique intérieure et d'entraîner le Sahel dans une spirale d'autoritarisme. Les sceptiques imaginaient déjà le Mali, le Niger et leurs alliés se heurter à un isolement international, contraints de naviguer entre sanctions, méfiance et pression diplomatique. L'argument semblait solide. Une autonomie soudaine pouvait masquer une dérive, et une victoire rapide ne garantissait pas une vision durable. La deuxième thèse adoptait une logique presque inverse. Elle soutenait que les critiques négligeaient l'essentiel. La résilience s'était construite sur des bases techniques locales et non sur des improvisations risquées. Les réseaux chiffrés conçus à Bamako, les drones fabriqués à Niamey, les unités sahéliennes capables d'ajuster leur trajectoire en temps réel formaient un écosystème cohérent plutôt qu'une réaction impulsive. Dans cette perspective, l'efficacité militaire devenait le produit direct d'une innovation interne et non d'une escalade incontrôlée. Les pertes civiles limitées à moins de 3% offraient un contre-exemple puissant au scénario d'effondrement annoncé. La réfutation, elle, se construisait sur les données brutes. Les deux visions, opposées mais légitimes, manquaient un élément central, l'évolution du terrain mesurée par les capacités locales, les chiffres sur les positions neutralisées, la rapidité de coordination et l'étendue couverte en 2 jours indiquaient que la région ne cherchait pas un affrontement spectaculaire mais une maîtrise progressive. Le débat ne portait donc ni sur l'audace ni sur la prudence, mais sur la capacité du Sahel à produire une méthode reproductible. Et cette méthode, encore en construction, révélait un fait simple. L'autonomie n'était ni un risque pur, ni une garantie absolue, mais un outil que la région apprenait enfin à manier. Tout change à cet instant. La transition, invisible pour un œil extérieur, prit forme lorsque les équipes sahéliennes comprirent que leurs outils n'étaient plus seulement fonctionnels, mais déterminants. Dans les salles techniques de Bamako,
Les ingénieurs observaient en direct les ajustements des drones, cherchant non pas à imiter des protocoles importés, mais à optimiser leurs propres logiques internes. Les réseaux chiffrés, désormais stabilisés, réduisaient les pertes de transmission et transformaient chaque donnée en vecteur d'action. C'est dans cette cohérence souterraine que s'opéra le midpoint réel. La région n'attendait plus l'interprétation d'instances éloignées. Elle produisait son propre récit opérationnel. À ce stade, l'effet psychologique surpassait même la dimension tactique. Lorsque les unités burkinabées virent leurs décisions locales s'aligner avec celles du Mali et du Niger, la perception du risque se modifia. La décision collective devint plus rapide, moins hésitante, davantage enracinée dans les réalités du terrain. Le rôle d'Ibrahim Traoré réapparaissait ici, non comme figure d'autorité verticale, mais comme garant d'un cadre qui permettait ces ajustements continus. Son influence tenait à la discipline organisationnelle, pas à l'image. La bascule était nette. Le Sahel ne réagissait plus, il orchestrait son propre tempo. Sur le plan national, la victoire d'octobre 2025 modifia immédiatement la posture diplomatique des 3 membres de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, longtemps considérés comme des acteurs périphériques, purent enfin se présenter comme des nations capables de structurer leur propre sécurité sans supervision extérieure. Les diplomates africains revinrent progressivement dans ces capitales, signe d'une réintégration assumée du Sahel dans les trajectoires politiques et régionales. Cette normalisation discrète mais solide permit aux dirigeants de replacer la coopération sahélienne au centre de leur agenda, reléguant au second plan les injonctions extérieures qui avaient, pendant des décennies, modelé les marges du territoire. En matière de mobilité, les effets les plus visibles apparurent dans les zones de déplacement. Plus de 2,5 millions de personnes, déracinées par les conflits successifs, commencèrent à revenir vers leurs villages, parfois détruits, parfois en reconstruction précaire. Les routes redevinrent progressivement praticables, et les dynamiques agricoles reprirent, d'abord lentement, puis avec une intensité nouvelle. L'éducation locale suivit le même mouvement. Des enseignants issus des communautés frontalières réouvrirent des classes improvisées, recréant un tissu social qui avait longtemps été fragmenté. La reconstruction restait fragile, mais elle prenait racine dans une initiative locale plutôt que dans des programmes importés. Sur le plan identitaire, le sentiment d'appartenance nationale se transforma lui aussi. Les citoyens burkinabés, maliens et nigériens se reconnurent davantage dans un récit collectif façonné par leurs propres efforts. Les symboles, drapeaux, chants, cérémonies locales gagnèrent en intensité, non par propagande, mais parce que la victoire avait été produite en interne. Dans certaines villes, cette réappropriation prit la forme d'initiatives civiles destinées à renforcer l'autonomie économique et culturelle. L'exemple d'une opération conçue et menée localement devint ainsi un vecteur de dignité retrouvée. L'impact n'était pas idéologique, il était concret, vécu au quotidien. Au niveau des communautés locales, au niveau local, la transformation prit un caractère presque intime. Les radios communautaires remplacèrent les bulletins étrangers comme principale source d'information, rétablissant une circulation des récits ancrés dans la réalité du terrain. Les villages, autrefois lieux de passage forcé, devinrent des espaces de reconstruction où les habitants mentionnaient les jeunes ingénieurs créateurs de drones comme des figures locales. Dans certaines zones, des projets agricoles renaissaient grâce à des fonds strictement internes, réhabilitant la capacité des communautés à se gouverner elles-mêmes. Dans cette dynamique, la présence d'Ibrahim Traoré restait un repère symbolique, non pas un héros, mais un point d'appui qui rappelait que la souveraineté pouvait être une pratique quotidienne autant qu'un discours politique. À travers ces 4 couches, une même logique se dessinait. La victoire militaire avait ouvert un espace où l'initiative locale redevenait possible, mesurable et transmissible. Le Sahel entre dans une zone charnière où les choix des prochains mois auront plus de poids que la victoire elle-même. 3 scénarios se dessinent, chacun plausible, chacun dépendant de la capacité de l'Alliance à transformer l'élan opérationnel d'octobre 2025 en continuité stratégique. Dans une première hypothèse, dans l'hypothèse la plus réaliste, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel poursuivront la coopération militaire en institutionnalisant les mécanismes nés pendant l'offensive.
La création d'outils régionaux dédiés à la gestion de crise, à la logistique et à la coordination militaire deviendrait la priorité. Les économies locales se stabiliseraient par des réformes centrées sur l'autosuffisance, en particulier autour des ressources naturelles. Cette trajectoire dépend toutefois de la gestion fine de la fatigue post-offensive et de la capacité des dirigeants à ménager les tensions internes, notamment dans les zones rurales les plus fragilisées. Dans une perspective plus favorable, dans cette version, l'effet domino se mettrait en place. La réussite opérationnelle inspirerait d'autres pays africains à expérimenter des coopérations militaires autonomes, renforçant des partenariats sud-sud dans la technologie, la cybersécurité ou la logistique. Le Sahel pourrait alors devenir un pôle régional capable de redéfinir sa place dans les chaînes de négociation internationales. Une levée partielle des sanctions ouvrirait la voie à de nouveaux accords, cette fois sur des termes conçus localement. Ce scénario repose toutefois sur la capacité de l'AES à maintenir son unité sans glisser vers des modèles trop centralisés. Dans une possibilité plus incertaine, une divergence interne pourrait fragiliser l'alliance. Des campagnes de désinformation alimentées depuis l'extérieur exacerberaient les peurs d'autoritarisme ou de militarisation. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso pourraient se retrouver face à un isolement économique croissant. La victoire deviendrait un mythe figé plutôt qu'un socle institutionnel, et la coordination militaire perdrait sa cohérence faute de vision commune. Ce scénario, bien que possible, n'est pas inscrit dans la logique actuelle, mais il demeure le risque structurel d'une région en recomposition rapide. Pour avancer, pour naviguer entre ces trois trajectoires, un fil conducteur est essentiel. Préserver la cohésion interne tout en élargissant progressivement l'espace décisionnel local. Une autonomisation durable exige un leadership clair, une gestion des tensions et une capacité à intégrer toutes les communautés dans un même horizon. Pour les spectateurs extérieurs, la victoire sahélienne n'est pas seulement un épisode militaire, mais une invitation à reconsidérer la manière dont se construisent la dépendance, l'autonomie et la souveraineté. Elle interroge la façon dont de nombreuses nations africaines ont longtemps été placées dans une architecture où les solutions venaient d'ailleurs et où l'initiative locale semblait presque un luxe. Le Sahel, autrefois perçu comme une région vouée à l'assistance permanente, montre qu'une autre voie existe, celle d'une responsabilité assumée, mesurable et enracinée. Pour le groupe A, souvent marqué par un sentiment d'impuissance face aux dynamiques globales, l'exemple sahélien offre une ouverture. Même les situations présentées comme figées peuvent être renversées par une organisation locale cohérente. La transition du Sahel rappelle que la fatalité n'est jamais totale, et que la coordination peut devenir un outil de reconquête sociale autant que militaire. Pour le groupe B, davantage tourné vers la coopération internationale, la transformation actuelle souligne l'importance de soutenir des modèles qui valorisent des initiatives internes plutôt que de les remplacer. Le rôle des partenaires n'est pas d'imposer, mais d'accompagner des trajectoires conçues sur place en respectant les temporalités et les priorités locales. Pour le groupe C, qui réfléchit souvent à la notion de souveraineté, la mutation sahélienne apporte une démonstration précise. L'indépendance n'est pas un concept abstrait, mais un processus progressif fondé sur la maîtrise des outils, des données et des décisions. Au terme de ces trois lectures, une question revient. Comment chacun, selon sa position, peut-il encourager des dynamiques qui renforcent l'autonomie plutôt que de la diluer ? La stabilité durable du Sahel dépendra de la capacité à transformer une victoire tactique en structure politique et opérationnelle. Pour cela, une feuille de route mesurable s'impose, articulée autour de 5 étapes, chacune associée à une responsabilité claire, un horizon de mise en œuvre et un indicateur concret. Consolider la défense locale. Les académies militaires communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger doivent former une génération d'officiers capables de penser selon des logiques africaines. Mise en œuvre immédiate. Indicateur, taux de réussite des formations et rapidité des déploiements. Stabiliser l'économie régionale. Transformer les anciens terrains de conflit en zones agricoles productives grâce à des programmes adaptés aux réalités sahéliennes. Mise en œuvre, 6 premiers mois. Indicateur, croissance des secteurs agricoles locaux et réduction des dépendances extérieures.
Maîtriser les technologies opérationnelles, développer des outils locaux, drones, réseaux sécurisés, logistique intégrée, afin d'éviter la dépendance structurelle. Mise en œuvre continue sur 12 mois. Indicateur, nombre de technologies conçues et déployées localement, plus leur efficacité en situation réelle. Réunifier les communautés frontalières. Créer des programmes d'échange civil et culturel pour réduire les tensions héritées du conflit. Mise en œuvre dès le 3e mois. Indicateur, volume d'initiatives communautaires et évolution du sentiment d'appartenance. Institutionnaliser la souveraineté régionale. Établir un conseil permanent de l'AES dédié à la gestion des crises, à la diplomatie et à la coordination des infrastructures. Mise en œuvre dans l'année. Indicateur, capacité du Conseil à maintenir l'unité et à gérer les tensions émergentes. Dans cet ensemble, la présence d'Ibrahim Traoré demeure un point d'équilibre, non pour centraliser, mais pour garantir la cohérence des étapes. Dans la salle presque vide de Ouagadougou, celle où il avait réuni ses commandants avant l'offensive, subsistait une idée simple. Partager la douleur, c'était aussi partager le commandement. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré sans emphase, avait servi de boussole à une région qui cherchait depuis longtemps une cohérence plus qu'un chef. Elle résonne encore aujourd'hui, non comme un souvenir héroïque, mais comme un cadre silencieux dans lequel le Sahel a commencé à se redéfinir. Au-delà de la victoire militaire, c'est ce changement intérieur qui importe. Une région longtemps habituée à suivre des modèles imposés a retrouvé la capacité d'imaginer les siens. Dans les champs, sur les routes ou dans les villages reconstruits, cette transformation se perçoit moins dans les discours que dans les gestes quotidiens. Les ingénieurs qui ajustent un drone, les enseignants qui rouvrent une classe, les familles qui reviennent sur leur terre, chacun réactive cette idée de responsabilité partagée. La phrase restait vraie, épurée, solide. La souveraineté se pratique chaque jour. La transformation sahélienne ne se résume pas à une victoire, ni à une rupture géopolitique. Elle offre un miroir où d'autres régions peuvent observer leur propre dépendance et leur propre marge de manœuvre. Le Sahel rappelle qu'une autonomie n'émerge pas d'un seul geste, mais d'une somme d'initiatives ancrées dans la réalité quotidienne. C'est dans la manière dont les communautés se réorganisent, dont les outils se construisent localement, et dont la parole se déplace vers ceux qui vivent le terrain que se dessine une souveraineté durable. Pour ceux qui suivent ces évolutions de loin, la question n'est plus seulement de commenter, mais de comprendre comment s'articulent responsabilité intérieure, coopération choisie et maîtrise des priorités locales. Les récits ne viennent plus d'ailleurs, ils se composent à partir de ce qui est vécu, mesuré, partagé. Alors, face à ce moment charnière et à l'élan qui traverse désormais la région, une interrogation demeure. Quel modèle d'indépendance souhaitez-vous voir émerger dans le monde ?